Et Stéphane Netz, ici, va nous faire une petite présentation, une visite et tout pour ce cours. Voilà. Merci. Bon, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue déjà. J'étais à l'INSA, vous n'étiez pas venus. Je suis sorti, vous n'étiez pas venus. Voilà, donc il y a une sorte de lien générationnel, comme on dit. Voilà. Alors, peut-être que je vais vous demander vite fait de vous présenter votre prénom, juste le département et l'année, comme ça me permet de vous situer à l'INSA, voilà, pour voir si ça ressemble un peu à ce que j'ai connu ou pas. Et puis après, je vous propose de faire peut-être en 3 parties. Je vais un peu vous parler du projet, après peut-être plus des questions ou en cours de route, comme vous voyez, comme vous le sentez, et puis après une petite visite du bâtiment pour vous présenter plus des enjeux techniques, puisque ça peut aussi vous intéresser en tant que futurs ingénieurs et ingénieurs. Et voilà. Et voilà, comme ça j'avais pensé à faire la chose. Alors je ne sais pas si vous avez un peu lu des documents que j'avais envoyés à Marion en amont. Vous avez déjà eu des séances, ça c'est par rapport à le parcours il y a quoi, 7 thématiques si j'ai bien compris, ou 6 thématiques, 5 thématiques, et là c'est la thématique habitat. Et vous avez déjà eu une thématique, des interventions sur une autre thématique avant ou... Avant c'était sur les communs. D'accord. Et avant c'était sur l'autonomie énergétique. Donc en fait on a découpé le module en habitat et autonomie énergétique. D'accord. Et donc voilà. Ok, bon ben voilà, c'est dans la tête. Si vous pouvez faire un petit tour rapide et puis comme ça je vais connaître un poil mieux. Je vais y aller. Noémie, je suis en 5e année, donc c'est ma dernière année, et en sciences génie des matériaux. D'accord. Du coup, on est avec Paul et Marion, les organisateurs du cours. D'accord, ok. 5e année. Moi c'est Nicolas, je suis en sciences génie des matériaux aussi, mais diplômé. D'accord. Anna, je suis en 4e année énergie environnement. Ok. Charline aussi en 4e année énergie et environnement. Nicolas, et pareil, 4 ans. Ok, Moi je m'appelle Lou et comme 4e année Lola et moi aussi je suis Marion, je ne fais plus aller ça. Du coup aussi Marion et 4e année GE. Moi c'est Étienne et aussi en 4 Moi c'est Martin, je suis en 4e année informatique. Paul, Moi Adrien, je suis en 5e année informatique, mais pas ça. Vous sortez. Phil en 4GE. Charlotte en 4GE aussi. Mathieu, 4e année génie industriel. Greg, 4GE. Manon, 5GCE. Marie, 4G. William en télécom, 5e année. Okay. Robin en télécom, 5e année aussi. Carlos, 5TC aussi. Timothée, 5TC. Raphaël, j'ai pas fini l'INSA, j'ai fait un BTS agricole. Marine, 4e. Alexis en 5TC. Ludovic en 5TC aussi. Timothée, 4e année génie industriel. Et Ilan, je suis en licence de mathématiques. Ok. Donc il y en a quand même l'un ou l'autre qui ne sont pas à l'INSA, si j'ai bien compris, qui sont plus, qui étaient, c'est ça? Il y a pas mal de GEN, donc les enjeux énergie, tout ça, voilà. Et GCU pour construire l'aspect construction, l'urbanisme. Bon, ben c'est bien. Alors, je vais vous raconter un petit peu l'historique du projet, un peu des aspects plus techniques. Voilà, parce que je vais faire un peu, j'improvise, donc j'ai pas prévu de choses très précises, donc je vais faire un peu comme ça vient. Alors, c'est un projet qui a été lancé en 2005. Au début, c'était des couples d'amis qui avaient à peu près la trentaine, qui commençaient à avoir des enfants ou qui avaient des projets d'enfants et qui essayaient qui cherchaient à se loger de manière un peu différente et surtout qui n'avaient pas forcément les moyens financiers d'acheter, voilà, ils n'étaient pas forcément dans la logique d'acheter ou de faire un parcours classique
de ce point de vue-là. Et ils étaient un peu intéressés par les démarches d'habitat qu'on appelle d'habitat participatif. Alors il y a différentes terminologies, je ne sais pas si vous avez regardé, on peut trouver la terminologie habitat participatif, habitat groupé, et puis après il y a des déclinaisons plus précises par type de statut juridique que les porteurs de projets utilisent. Donc voilà, 2005, ils ont essayé de trouver sur Lyon quelque chose à retaper, faire plutôt de la rénovation, trouver une vieille usine, ce genre de choses. Et puis ils se sont assez rapidement rendu compte que c'est très difficile de trouver du foncier, et surtout d'être suffisamment réactif quand il y a des opportunités pour être prêt à acheter du foncier en concurrence avec des promoteurs qui eux sont réactifs et ont des moyens financiers et opérationnels évidemment qu'on n'a pas quand on est des jeunes un peu utopistes à l'époque j'imagine pour faire ce type de projet. Donc assez rapidement le projet d'une part il a un peu grossi en ambition, au début il était 4, quelque chose comme ça, et puis ils se sont dit que ça allait être difficile de faire un projet de cette taille-là en ville. Donc ils sont partis plutôt sur un projet d'une quinzaine de logements. Il y avait dès le début l'idée d'avoir des espaces partagés, mutualisés. Et puis assez rapidement ils se sont rendus compte qu'il fallait monter une logique de partenariat avec les différentes instances qui, dans une ville comme Lyon, et de manière générale dans les villes un peu grosses, même les plus petites, permettent que des projets de construction et d'habitat se fassent. Donc ça veut dire, pour construire, il faut déjà avoir du foncier. Pour avoir du foncier, il faut être un peu dans les circuits décisionnaires qui permettent de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'urbanisme, au niveau de parcelles, d'opportunités qui peuvent se passer. Donc ils ont fait un peu le tour des popotes, ça veut dire présenter leurs projets, voir les élus, peut-être commencer à se renseigner auprès d'architectes, le cabinet d'architectes. Voilà. Alors, assez rapidement aussi, les porteurs de projets de cette époque, de 2005-2006, ont été intéressés par l'idée de la propriété collective et de ce statut juridique particulier qu'on a ici, qui s'appelle une coopérative d'habitants. Alors une coopérative d'habitants, c'est d'abord en premier un statut juridique, c'est-à-dire une manière dont les porteurs de projets sont rassemblés d'une certaine manière, et le statut du lieu et du bâti et des choses qui vont être construites et gérées ensemble. Donc en gros il y a trois grandes idées. La première idée, c'est l'idée de la propriété collective. Donc on est dans une logique où on va chacun d'entre nous, habitants, détenir une partie et une partie seulement du capital. Donc ça veut dire sous forme d'apport de part sociale dans une société qu'on crée, qui est propriétaire du bâtiment et des espaces. L'idée de démocratie, c'est-à-dire de prise de décision le plus horizontale possible. En gros, dès qu'on a une part sociale dans la société, on a une voix s'il y a lieu de voter les décisions. Par rapport à une copropriété classique, je ne sais pas si vous savez, dans une copropriété, quand on est propriétaire d'un lot, on a un pouvoir lié au tantième, c'est-à-dire en gros à la proportion de la surface de son logement. Donc un T5 a plus de poids dans une copropriété qu'un T2 parce qu'il a plus de surface. Bon, voilà. C'est un peu cette logique-là. Donc dans une coopérative, c'est plutôt une logique que personne ne voit, sachant qu'en pratique, nous, on essaye le plus possible, et on y arrive jusque-là, de ne pas être dans une logique de prise de décision au vote, mais au consensus. Donc c'est une logique de prise de décision complètement différente, qui est plus longue souvent, parce que ça veut dire qu'il faut discuter jusqu'à ce qu'on soit d'accord, des grandes et des petites décisions, consensus ou consentement. Alors si vous vous intéressez à ces questions de prise de décision et de travail en groupe, on voit différentes terminologies. Voilà, en gros c'est l'idée de discuter des questions et d'arriver à se mettre d'accord, de reformuler, d'assouplir, de trouver des outils pour que les avis et la parole de toutes les personnes soient bien entendues.
Et voilà, c'est un enjeu très important pour souvent des projets comme ça. Ça permet aussi d'avoir une logique de long terme, parce que quand on vote, en gros, il y a ceux qui étaient pour et il y a ceux qui étaient contre, donc d'une certaine manière ça clive. Et cliver dans un groupe sur un long terme, c'est souvent assez vite compliqué parce que ça fait ceux qui sont pour et puis ceux qui ne sont pas pour, et puis au bout d'un moment, ça finit en guerre ouverte au milieu et il y a du sang partout. Et voilà. Donc voilà, je vais vous parler, je pense, à plusieurs moments de la question de comment on choisit et comment on décide dans un groupe, mais surtout sur des logiques de long terme. C'est un enjeu vraiment important de ce type de projet et qui peut se retrouver dans des tas de pratiques un peu alternatives que vous faites, ou je ne sais pas, vous serez peut-être amené à faire sur comment on décide dans une logique non hiérarchique, on va dire. Voilà, qu'est-ce que je disais? Oui, donc le deuxième enjeu de la démocratie, puis le côté non lucratif, non spéculatif de l'affaire. Alors, ça veut dire ici qu'on est dans un bâtiment où il n'y a pas l'idée de constituer un patrimoine au sens classique, même si on est un peu propriétaire, on ne sera jamais propriétaire de nos logements, y compris même en termes de proportion de part sociale que pourrait représenter la valeur du logement. Et on est propriétaire d'une partie du capital, et on a en fait un double statut. On est aussi locataire de la société, c'est-à-dire qu'on a un statut locataire classique, comme quand vous êtes locataire dans un logement dans le privé ou dans le logement social, et on est nous-mêmes notre propre bailleur, c'est-à-dire la société qu'on a créée est propriétaire du lieu et gère, au sens de la gestion locative, elle se gère, enfin nous on se gère, voilà. Ça veut dire qu'on gère, on fait l'appel chaque mois de nos loyers, plus précisément de ce qu'on appelle redevance, parce que c'est un loyer plus un montant en plus, que je vous explique dans le détail. Donc on est vraiment dans une logique d'autogestion le plus possible. L'autogestion, c'est aussi l'idée de se réapproprier un certain nombre d'enjeux, de faire des économies, puisque ce qu'on fait nous-mêmes bénévolement dans le groupe, c'est ce qu'on n'a pas à faire financer par des partenaires ou des prestataires extérieurs. Voilà, donc ça fait partie aussi des valeurs de ce type de projet, dans ces logiques d'autogestion le plus possible. Voilà, donc non spéculation, non lucrativité au sens classique, propriété collective et démocratie, gestion horizontale. Voilà, ça c'est les grands principes. Alors du coup, ça distingue assez fortement ce type de statut juridique d'autres projets d'habitat participatif ou d'habitat groupé où les gens sont de manière plus classique en copropriété, donc ils achètent un lot, un immeuble, ils retapent quelque chose et puis à la fin ils sont chacun propriétaires de leur lot et ils sont dans une logique plus classique. Du coup ils rentrent dans la logique traditionnelle de copropriété avec tout un ensemble de lois et de règles qui disent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et puis du coup, ça change aussi les rapports entre les habitants, parce que c'est pas du tout pareil d'avoir une vision, entre guillemets, où on est propriétaire de son lot, et une vision où c'est le bien de tous. Et on a intérêt toujours, le plus possible, à changer un peu de logique et se dire que voilà, quand on passe un cri de balai dans la salle commune, on le fait pour soi, mais on le fait pour les autres et inversement. Et donc on change vraiment d'état d'esprit. Et c'est aussi l'enjeu un petit peu de ce type de projet, c'est comment on change un peu le rapport qu'on a à un bien comme ça, qui est son lieu de vie. Voilà, donc comment ça s'est passé donc à partir de 2006-2007, en l'occurrence les porteurs de projets sont mis en lien avec une association sur Lyon qui justement commençait à se développer en 2005-2006 sur l'idée de faire la promotion des coopératives d'habitants, qui s'appelle Abicop, alors qui existe toujours mais qui est un peu en sommeil parce qu'elle a un peu, comme beaucoup, souffert de soucis de pérennité sur le long terme et de soutien des différents partenaires. Donc pour l'instant, il n'y a plus vraiment de salariés dans cette association. Donc c'est une association qui a été créée à ce moment-là et qui a permis, en particulier à ce projet d'émerger, puis à d'autres sur l'agglomération. Il y a un projet
à Vaux-en-Velin qui s'appelle Chamarel, qui est plutôt pour des seniors, donc des personnes qui arrivent à l'âge de la retraite, se sont constituées en coopérative d'habitants, ont fait un projet, ont monté leur projet et habitent maintenant depuis 1 an et demi, depuis l'été 2017. L'idée étant pour eux de vieillir et de passer leur retraite de manière plus active et de ne pas être les futures proies des EHPAD financés par le grand capital. Voilà, donc ils sont mis en action pour être acteurs de cette autre partie de leur vie. Il y a un projet de rénovation qui s'appelle le Moulin sur le 7e. Donc là, c'est une logique de récupérer un foncier, de faire de la rénovation. C'est un projet plus petit de 5 logements. Donc Chamarel, c'est 16 logements. Ici, c'est 14 logements. Voilà, donc cette association avait pour but deux choses. D'une part, d'aider les projets. Alors aider les projets, c'est dans toutes les phases techniques, dans les contacts avec les partenaires, et puis dans vraiment les négociations qu'il faut faire à différents moments de la vie du projet. Et puis un aspect plus plaidoyer au niveau national, l'idée étant de faire reconnaître dans les lois logement, on va dire, le statut de coopérative d'habitat. C'est plus facile de faire ce type de montage, puisqu'à l'époque, et en tout cas pour nous, ce projet, ça a été assez difficile, parce que le droit en France n'est pas très favorable, on va dire, à ce type de projet. Et donc il y a une traduction législative dans la loi Allure de 2014, la loi logement de Cécile Duflot, donc c'était Cécile Duflot qui était au ministère du Logement en 2014, qui a résolu un certain nombre de problèmes, mais qui n'est pas complètement opérationnel. Et puis entre-temps, le gouvernement a changé, et puis entre-temps, les priorités du nouveau gouvernement ont changé. Donc c'est toujours des projets de longue haleine et des combats de longue haleine. Voilà. Voilà, on en est à peu près maintenant. Alors, pour comprendre aussi ces logiques de coopérative d'habitants, c'est des logiques qui existent à l'étranger plus qu'en France, en particulier dans les pays du Nord, pays scandinaves, la Suisse, l'Allemagne. Alors, pas forcément sur des formes exactement équivalentes à ce qu'on a fait là, parce que le droit, évidemment, est différent de pays en pays. Mais du coup, on s'est quand même inspiré, y compris l'association Abicop, de ce type de projet pour voir ce qui était traductible dans le droit français et qu'est-ce qu'on pouvait bien transmettre comme idée l'idée de la propriété collective, de la mutualisation des espaces, d'un rapport différent à son logement et à ses voisins. Et on a fait, ça a été un peu ce travail-là qu'on a fait toutes ces années. Depuis le début de l'Abicop. Voilà, alors nous après, du coup, on est rentré dans une logique de partenariat, on s'est fait connaître des différentes mairies, on a commencé à faire le tour de différents cabinets d'architectes, enfin on s'est présenté en tant que projet, voilà, on a dit on est un groupe d'une quinzaine de ménages, on veut construire en ville, on veut faire des espaces mutualisés, on veut faire un bâtiment super écolo avec du bois, des énergies renouvelables, basse consommation, voilà, toutes les idées qui sont dans l'air du temps et qui l'étaient déjà, évidemment, il y a 10 ans, qui le sont d'autant plus maintenant. Et voilà, donc on cherchait des architectes, des cabinets d'architectes prêts à suivre ce type de projet, parce que ça veut dire interagir beaucoup plus avec les futurs habitants, ça veut dire plutôt plus de travail pour eux, pour la même gratification financière, voilà, et des projets innovants à plein de niveaux, quoi. Donc ça, c'était un peu les années 2007, où on a commencé à rencontrer différents cabinets d'architecture sur Lyon, et voire un peu plus loin sur Grenoble. Et puis, on a eu assez rapidement un bon contact avec la ville de Villeurbanne, et du coup il y a eu cette opportunité en 2007-2008 d'avoir du foncier sur une ZAC. Cette ZAC ici, là, cet espace-là, vous avez vu que c'est des bâtiments neufs un peu partout, si vous avez regardé un peu autour. Une ZAC, c'est une zone d'aménagement concerté, donc c'est des projets d'urbanisme un peu plus larges que évidemment un seul bâtiment. C'est souvent ce qui se passe comme ça dans les villes, hein. Dès qu'il y a un espace un peu large qui se
qui se créent, quand c'est pas juste un bout qui permet de monter un immeuble, on fait plutôt des projets plus larges. Donc c'est des projets de long terme. Là, cette ZAC, le démarrage de la réflexion date du début des années 2000. Donc ça met en gros 18 ans à se monter, une ZAC à peu près, puisque là on arrive à la fin de la construction des derniers bâtiments. Et donc c'est une réflexion de comment on aménage un tout petit bout de quartier. Là c'est à peu près 400 logements qui ont été construits sur cette ZAC. Qu'est-ce qu'on fait sur tous les enjeux énergie, eau, cible, HQE que vous connaissez peut-être et que vous commencez à voir dans vos études. Donc haute qualité environnementale. Ici, par exemple, sur cette ZAC, il y avait un cahier des charges qui donnait un certain nombre de prescriptions aux porteurs de projets pour respecter un certain nombre de cibles. La consommation des bâtiments, typiquement, la question d'infiltration des eaux de pluie dans les terrains, la place de la voiture, voilà. Alors après, évidemment, Villeurbanne a réestampillé ça écoquartier maison neuve, sachant que c'est pas vraiment tout à fait un écoquartier au sens où on peut l'entendre dans d'autres pays qui vont souvent beaucoup plus loin que ça, mais enfin, on va dire quand même, c'est une forme de réflexion sur comment on réaménage la ville et comment on essaye de changer les choses quand on a, en tant que prescripteur dans une mairie, moyen d'agir sur un espace un peu plus large. Donc aussi les questions des voiries, voilà. Il y a pas mal d'enjeux qui se glissent là-dedans. Donc les questions plus d'urbanisme, l'urbanisme c'est plutôt l'échelle un peu plus large, et puis après l'échelle bâtiment par exemple. Donc ce qui fait qu'après sur ces ZAC, il y avait du coup un certain nombre de bâtiments qui ont été prévus avec une certaine hauteur, 4 ou 5 étages, avec des plans, ce qu'on appelle des plans masses, donc des endroits où les bâtiments vont être implantés, des circulations, le nombre de parkings qu'il va falloir mettre en sous-sol, les sens de circulation, tout ça. Et nous, on a pu bénéficier, on a pu commencer à négocier avec les partenaires qui s'occupaient de l'attribution des fonciers. Donc ici, il y avait la ville de Villeurbanne, il y avait le Grand Lyon, il y avait l'OPAC du Rhône. L'OPAC du Rhône, c'est un prestataire technique qui construit du logement, plutôt du logement social. Et donc on a pu du coup négocier pour obtenir une parcelle sur la ZAC. Voilà, donc la parcelle qui a permis la construction de ce bâtiment. Et on s'était mis à ce moment-là, dès 2008, en lien avec un promoteur social, qui est une coopérative HLM d'un point de vue technique, qui s'appelle Ronson Habitat, qui fait du logement, qui construit des logements, ce qu'on appelle en accession sociale à la propriété. C'est-à-dire c'est un promoteur, mais qui font des logements pour des gens qui vont pouvoir les acheter sous critères de revenus, donc typiquement des primo-accédants qui ont des revenus en dessous d'un certain plafond, et qui vont accéder à ces logements qui sont souvent moins chers que les promoteurs privés classiques, de la TVA réduite typiquement, donc on paye la TVA à 5,5 ou à 10% plutôt qu'à 20%, et puis des logements qui vont le foncier va être vendu moins cher par ceux qui vendent le foncier, c'est-à-dire la ville ou le PAC. Et voilà, donc ce partenaire, on a créé un partenariat. Enfin, Ronson Habitat a créé un partenariat assez vite. Enfin, on s'est présenté de manière globale comme porteur de projet auprès des différentes instances. L'idée étant de faire un bâtiment plus grand que notre propre projet de 15 logements. Vous voyez que ce bâtiment, il fait plus que 15 logements. Enfin, si vous ne le voyez pas, je vais vous le dire. Il fait 37 logements. Donc, nous, on représente à peu près un tiers du bâtiment. Les 2 autres tiers, c'est justement des gens qui ont acheté leur lot et leur appartement à Ronson Habitat en accession sociale à la propriété. Donc du coup, dans le bâtiment, il y a 2 logiques qui cohabitent. Il y a la logique de la coopérative ici, sur 14 logements, les espaces communs au rez-de-chaussée, et puis la logique de la copropriété sur l'ensemble du bâtiment. Donc on est quand même, nous, dans une copropriété, mais nous, on est un gros copropriétaire. La coopérative, la structure juridique, le village vertical représente l'ensemble des mètres carrés qu'il occupe.
Alors nous en interne, on est dans une logique de décision comme je vous ai parlé tout à l'heure, mais après on reste dans une logique de copropriété parce qu'on n'a pas pu faire autrement, on n'a pas pu être en totale autonomie sur notre bâtiment. Alors la raison c'est on n'a pas forcément les compétences techniques pour tout faire tout seul. Faire un bâtiment plus gros, ça permet de faire des économies d'échelle. Donc quand on a des budgets contraints, c'est plus simple de construire un bâtiment plus gros que 15 logements. Puis de toute façon, sur cette ZAC, il n'y avait pas possibilité de faire un bâtiment petit. C'était de toute façon des bâtiments assez gros. Donc voilà. À la différence du projet Chamarel dont je vous ai parlé tout à l'heure, où ils sont complètement en autopromotion, ils ont fait un bâtiment de 16 logements qu'ils gèrent complètement eux-mêmes. Voilà, donc on rentre dans ces logiques-là. Donc on fait des réunions techniques avec des tas de gens qui vous parlent de tas de termes techniques. On finit par avoir accès au foncier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une promesse de vente, on commence à travailler avec un notaire, on a un prix de vente du mètre carré, ce qu'on appelle du mètre carré constructif, c'est du mètre carré chaume, c'est-à-dire un mètre carré, c'est pas seulement la surface au sol qu'on achète quand on construit, mais c'est de la surface à construire, donc y compris dans les étages. Et puis à ce moment-là aussi, on avait rencontré différents architectes et on a eu un lien qui s'est tissé avec deux cabinets qui nous ont proposé de travailler ensemble, des gens qui avaient soit à titre personnel déjà navigué dans ce type de projet d'habitat participatif et qui n'avait pas forcément été au bout pour différentes raisons, soit c'était un jeune cabinet d'architectes qui se lançait, qui avait envie de rajouter un peu des compétences supplémentaires à ce qu'ils savaient faire, et puis qui était pas mal intéressé par les aspects bâtiments bioclimatiques, tout ça. Donc on a du coup pu choisir nos propres architectes en lien avec notre co-constructeur Ronson Habitat, et ça a été un point fondamental sur la manière dont le bâtiment a été construit. Vous verrez quand on visitera, mais vous l'avez déjà vu, vous voyez qu'il y a pas mal de bois, c'est un système de bâtiment ouvert avec des coursives, des circulations. On a réfléchi vraiment les espaces pour que ça favorise les rencontres entre les habitants, plutôt qu'un bâtiment classique où on rentre dans un couloir et on rentre chez soi direct, on est dans son logement. Là, l'idée c'est que de traduire cette volonté d'ouverture et de rencontre dans la structure même du bâtiment. Voilà. Donc à la conception, à la construction, on réfléchit à ça, et là aussi on s'était évidemment inspiré de ce qu'on avait vu à l'étranger, donc on a fait des visites en Suisse, en Genève, différentes coopératives, donc comme ça aussi il y a des bâtiments très ouverts et où les gens peuvent circuler et voir leurs voisins plus facilement et interagir avec leurs voisins. Donc on a commencé à partir de ce moment-là. Alors évidemment, on fait un montage financier, ça veut dire on fait un gros tableau Excel où on met des tas de lignes et on essaie de calculer combien ça va coûter en fonction de différentes hypothèses, du prix de construction qu'on essaie d'estimer, du prix du foncier, on voit ce que chacun peut apporter, donc on fait toute une simulation financière, un budget prévisionnel de la construction. On a évidemment continué à travailler avec Abicop au montage de la structure juridique. Donc ça veut dire aller voir un juriste pour voir ce qu'on peut faire avec le droit actuel en France. Donc nous, en l'occurrence, on a créé une SAS coopérative, donc une société par action simplifiée, coopérative à capital variable. C'est ça vraiment la dénomination juridique de notre structure. Alors en gros, c'est une hybridation entre deux choses. Une SAS, c'est une société à responsabilité limitée, c'est un peu comme une SARL, vous connaissez peut-être comme type de société juridique. Des sociétés, une SAS, c'est des statuts assez souples, où on peut un petit peu ajuster les statuts de la société et garder une gouvernance assez horizontale. Et puis l'aspect coopératif, c'est issu de la loi coopérative de 47 en particulier, et puis qui a été révisée en 2015 je crois, donc qui donne un certain nombre de cadres assez stricts justement sur l'aspect non spéculatif. Qu'est-ce qui se passe quand la société fait des bénéfices si elle en fait, qu'est-ce qui se passe si un jour la société est dissoute et s'il y a malgré tout une forme
de retour financier par rapport à ce qui avait été investi au début. Est-ce que c'est les porteurs de projets qui récupèrent ou est-ce que ça repart dans une logique de pot commun, ce qui est plutôt la logique coopérative. Voilà, donc ça décrit un petit peu comme ça le cadre juridique de ce qui est possible ou pas de faire. Et à capital variable, c'est parce que il y a des entrées, il y a des sorties. Donc quand on rentre dans le projet, on amène des parts sociales, du capital sous forme de parts sociales, et quand on ressort, on récupère ce capital. Et le côté non spéculatif, en l'occurrence, c'est le fait qu'on suit simplement un indice qui suit l'inflation. Donc on va suivre, l'idée c'est que le capital qu'on a amené ne soit pas dévalorisé si on reste 5 ans, 10 ans dans la coopérative, mais on ne va pas récupérer, on ne va pas faire une plus-value comme on le ferait en achetant un logement et en revendant 5 ans 30% plus cher, comme le font nos voisins typiquement, s'ils peuvent. Sachant qu'à côté, ils ont des clauses de non-spéculation. Mais vous voyez, quand vous êtes dans la logique d'acheter et revendre des logements, potentiellement, vous êtes dans cette logique-là, plus classique. Voilà, donc le capital variable dit cette chose-là. Voilà, donc ensuite, on a fait la conception. On a acheté le terrain, on a créé la société en 2010, on a acheté le terrain en 2011 et entre 2009 et 2011, on a fait la conception, donc avec les architectes, tous les bureaux d'études techniques et Ronson Habitat, bien sûr, qui était, lui, porteur de projet pour les logements qu'il allait vendre à côté. Donc, on a eu ce qu'on appelle une co-maîtrise d'ouvrage. Donc la maîtrise d'ouvrage, c'est en gros le donneur d'ordre. Donc nous, on a été donneur d'ordre en gros pour notre partie à nous, et puis Ronson Habitat était donneur d'ordre, maître d'ouvrage, pour sa partie à lui qu'il allait ensuite vendre. Et les architectes et tous les bureaux techniques, ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre. Donc c'est l'ensemble des acteurs qui vont mettre en musique ce que disent les maîtres d'ouvrage. Évidemment, les interactions, c'est pas que dans un sens, évidemment. Les maîtres d'ouvrage ont besoin des conseils techniques et de l'expertise de la maîtrise d'œuvre pour savoir quoi faire, ce qu'il peut faire avec un budget, évidemment, qui est toujours contraint. Donc on a fait une conception commune technique sur l'ensemble du bâtiment. L'idée étant que même si nous on voulait des choses un peu particulières, évidemment ce soit le plus possible commun sur le bâtiment, donc les systèmes de coursifs c'est partout. On a mutualisé un certain nombre de systèmes techniques, donc par exemple il y a une chaufferie, évidemment une seule chaufferie pour l'ensemble du bâtiment avec 2 chaudières, une granulée bois et une gaz en secours. Un seul ascenseur pour l'ensemble du bâtiment, qui est en l'occurrence de l'autre côté, qu'on peut quand même utiliser, qui est partagé par l'ensemble, qui est financé et partagé par l'ensemble des habitants, même si nous, on utilise plutôt les escaliers quand on n'a pas besoin de transporter des choses. Voilà, on a mutualisé ça, on a fait un projet aussi d'un point de vue technique, donc un bâtiment. Alors d'une part à cause de la prescription de l'ASAC, mais aussi parce qu'on rentrait dans la logique de bâtiments basse consommation et suivi de la réglementation thermique de 2012, RT 2012, si ça vous dit quelque chose pour une construction GEN. Voilà, donc ça veut dire un bâtiment avec un certain niveau de consommation pour le chauffage, l'eau chaude, les 5 usages qu'on met dans cette logique de classification des bâtiments. Voilà, donc nous, du coup, en l'occurrence, on a pu, avec les architectes, faire une conception qui permet d'arriver un peu mieux que la RT 2012, en particulier pour la partie isolation du bâtiment. Parce que, en réfléchissant de manière intelligente, on a réussi à faire des choix techniques qui ont permis d'aller un peu plus loin que ce que prévoyaient les calculs RT 2012. Voilà, donc la conception avec l'autre maître d'ouvrage, et donc réfléchir au système constructif, arriver à le convaincre de faire autre chose que ce qu'eux font classiquement, c'est-à-dire comme dans tous les bâtiments à peu près qui sortent. Classiquement, c'est béton, fenêtres PVC et polystyrène. Bon, c'est à peu près ça, classique quand on construit en France. On n'est pas très... Et ici, on a essayé de faire un peu mieux. Alors, on a mis une structure bois-béton, donc je vous expliquerai un peu quand on va tourner tout à l'heure. La structure, vraiment la partie structurelle du bâtiment, c'est un système où
il y a une entreprise qui faisait ça, qui faisait les deux parties, le bois-béton. Donc il y a en gros des pièces bois créées en usine avec déjà une espèce de gros morceaux à chaque fois avec les ouvertures prévues pour les portes, pour les fenêtres, qui sont déjà prévues à la bonne taille, et qui servent ensuite de coffrage en quelque sorte pour couler les parties béton qui font la structure. Donc c'est des pièces en bois par exemple qui faisaient un bout de mur, et puis il y avait des réservations pour couler les poteaux béton dedans, et ça servait de structure et en même temps de réservoir pour couler les poteaux béton, pour faire comme ça monter les étages, d'étage en étage, donc poteaux, plateau béton, dalle béton à chaque étage. Donc là, il y a une intrication en quelque sorte entre la structure bois et la structure béton, ce qui fait qu'on a deux murs, ce mur-là et ce mur-là, qui sont vraiment en structure bois, avec de l'isolant, des grosses épaisseurs d'isolant qui sont mis carrément dans la structure du mur. Et puis dans les deux autres murs sont plus classiques, c'est du béton isolé par l'extérieur avec du polystyrène, donc on n'a pas fait de manière parfaite. Et puis l'isolant qui est dans les murs, il n'est pas non plus hyper écolo, parce qu'après il y a des questions de budget, donc c'est de la laine de roche en l'occurrence. Enfin, il y a quand même largement plus de bois dans ce bâtiment que dans n'importe quel bâtiment classique. Voilà, d'un point de vue structurel, donc vous voyez les poteaux à l'extérieur, mais c'est aussi dans le des murs, et puis après tout ce qui est bardage que vous avez vu pour la partie supérieure, la partie attique. Voilà. Et puis alors qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait un système au niveau un petit peu qui change au niveau énergétique. On a un système de récupération, de préchauffage de l'eau chaude sanitaire par récupération des calories des logements. Donc en gros sur les ventilations, les VMC qu'on installe maintenant dans les bâtiments, ça c'est tout récupéré dans des gros tuyaux. Ça part dans un local technique qui est en étage, que je vous montrerai vite fait, et où il y a une pompe à chaleur qui récupère les calories de l'air chaud qui est extrait été comme hiver pour préchauffer de l'eau chaude sanitaire qui repart en chaufferie en bas pour être chauffé à la température de consigne. Voilà, donc ça c'est typiquement un dispositif technique qui était aussi à l'époque relativement nouveau, parce qu'il n'y en a pas tant que ça en collectif, donc une pompe à chaleur air-eau qui préchauffe l'eau chaude sanitaire et qui donc du coup fait un apport qui évite d'avoir à utiliser le bois, le granulé pour totalement chauffer l'eau chaude, faire l'eau chaude. Et puis la troisième chose, c'est on a mis 300 mètres carrés de capteurs photovoltaïques sur le toit. Et voilà, l'idée étant qu'à un moment on voulait faire un toit complet en photovoltaïque, puis on n'a pas pu le faire pour des questions de montage financier, de montage technique. La réglementation a changé tous les 2 ans, enfin tout le temps à cette époque-là, dans les années où il fallait prendre des décisions. Et du coup, on n'a pas pu faire ça. Bon, donc on a fait un projet plus petit. C'est un projet là aussi qu'on a fait encore avec un autre partenaire, au sens où on a fait une location du toit qui est loué, géré. Enfin, le projet a été monté financièrement par un prestataire qui s'appelle la CERL, une assez grosse boîte, à qui on loue le toit, une forme d'usufruit, qui a monté le projet financièrement, qui l'exploite pendant 20 ans, et au bout de la période classique d'exploitation de ce type de projet de 20 ans, les panneaux reviendront en pleine propriété à la propre copropriété, qui pourra continuer à l'exploiter ou juste la laisser pour faire... C'est des panneaux en intégré, donc ça fait office aussi une partie du toit, c'est des panneaux en quelque sorte. Voilà. Alors, après, qu'est-ce que je peux vous raconter? Oui, voilà, donc pour finir l'historique, en 2011, on a commencé à construire. La construction, ça a été jusqu'à 2013, 18 mois. On est rentré dans les murs en juin 2013, donc ça fait 5 ans et demi qu'on est là. On était le premier projet à sortir sur la ZAC. Donc ensuite, les autres se sont construits les uns après au fur et à mesure. Et puis, depuis 2013, on continue à s'installer, mais on n'est pas hyper rapide parce que la cuisine, elle n'est toujours pas faite. La cuisine de la commune, ça, c'est la difficulté des prises de décision collectives ou plutôt une forme d'épuisement post... Enfin, les différents
différents enjeux d'épuisement post-installation qui fait que voilà, on n'a pas pour l'instant réussi, même s'il y a un projet qui est en cours. Donc on a installé les choses de manière progressive avec des chantiers qu'on fait, chantiers collectifs. Voilà, cette partie-là, on va faire une bibliothèque derrière pour mettre des bouquins et des jeux d'enfants. Et voilà. Alors, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, c'est des logements. Alors, on est ici, en fait, le projet est compliqué encore pour d'autres raisons que je vais un peu maintenant vous expliquer. Il y a 14 logements. Il y a 10 logements qui sont vraiment pour l'instant gérés dans la coopérative et 4 logements qui sont ce qu'on appelle des logements très sociaux, sachant que nous, on est dans du logement social. Il y a différentes catégories de logements sociaux dans le droit français. Nous, on est pour 9 des logements ici sont dans la catégorie qu'on appelle PLS, donc ils sont financés par des PLS, ça veut dire prêt locatif social, dans ce cadre-là. Ça veut dire qu'on a droit à des financements particuliers qui aussi ont baissé le coût de sortie du projet. Donc là, en l'occurrence, c'est aussi pour des gens qui sont sous critères de revenus. Habiter ici dans ces logements, ça veut dire être en dessous de certains critères. Et les logements ont été produits avec une TVA réduite. Donc ils ont coûté à peu près 15% moins cher, puisqu'on est à 5,5 ici plutôt qu'à 19,6 au moment où on a construit. Il y a un logement qui est hors PLS, donc qui est ce qu'on appelle en libre. Du coup, il est financé de manière plus classique. Le locataire qui l'habite paye une redevance plus importante tous les mois. Et puis il y a 4 logements qui sont ce qu'on appelle des logements très sociaux, qui sont pour un public qui n'est pas directement géré par nous, mais on a fait un partenariat avec une association d'insertion par le logement, donc qui propose des logements à différents endroits à des publics jeunes, moins de 30 ans, qui sont des gens un peu en galère, qui n'ont pas beaucoup de sous et qui ont besoin de logement dans leur parcours d'insertion, on va dire. Et là, en l'occurrence, il y a 4 logements qui sont répartis un peu dans les étages, où il y a ce public-là, sachant qu'il y a encore un cas particulier qui est dans un de ces logements, il y a une personne qui a plus de 30 ans, qui était déjà dans notre projet, qui était sous critères de revenus pour être dans ce type de logement et qui a eu droit à une exemption, enfin, un truc particulier pour pouvoir habiter ici. Voilà, donc l'idée aussi, c'était des porteurs de projet initial, c'était de porter aussi un aspect plus social, donc d'être des habitants de différentes catégories sociologiques, différents revenus, des familles, des personnes seules. Voilà, un petit peu aussi cet aspect, pas que l'aspect technique et l'aspect architectural, mais aussi l'aspect plus social. Donc c'était quelque chose qui a été porté par les porteurs de projet du début, puis après ceux qui ont continué évidemment. Toutes ces années, voilà, et ça a aussi été une logique de montage avec des partenaires qu'il a fallu mettre en action à différents moments du projet. Voilà, donc 14 logements, donc 10 logements que nous on gère en direct sous forme de ce système d'autogestion dont je vous parlais tout à l'heure, la perception des redevances, voilà. Après, on a une structure juridique, il y a un président ou une présidente, parce que ça c'est une nécessité juridique, on va dire, mais dans les prises de décision, on continue cette logique horizontale. On se réunit pendant la phase de portage du projet, on avait des réunions mensuelles un peu lourdes où on prenait des décisions un peu plus longues, enfin prenait plus de temps à prendre sur vraiment les différentes directions qu'il fallait prendre, les choix techniques qu'on a eu à faire à différents moments. Et puis les 2 dernières années, on rajoutait à ça une réunion toutes les semaines pour être vraiment dans l'opérationnel. Et puis depuis qu'on est dans les murs, on a gardé cette logique de réunion mensuelle, mais où il y a des fois une réunion plus de discussion, une fois ça va être une réunion chantier dans le jardin, ou un peu de bricolage ici dans les espaces communs pour les entretenir, ou voilà, des choses plus repas partagés, des choses comme ça. Et puis c'est les réunions qu'on faisait toutes les semaines, maintenant sont plutôt tous les 15 jours. Enfin, vous voyez, il y a quand même encore pas mal de réunions ici, en l'occurrence.
qui sont les réunions qu'on fait régulièrement pour gérer l'ensemble des choses, des questions qu'il y a à gérer dans la vie du bâtiment. Voilà. Répondre aux sollicitations extérieures, est-ce qu'on accueille les étudiants de l'INSA qui s'y collent, enfin ce genre de choses. Évidemment, on leur dit non parce qu'on a eu 150 000, ce qui est arrivé beaucoup de sollicitations, voilà, et à qui on répond oui, à qui on répond non. Après, gérer une question très quotidienne de gestion des espaces communs. Les conflits et tensions qui apparaissent comme dans tout groupe, il ne faut pas rêver. Voilà, comment on essaie de gérer ça, comment on met en place des outils pour essayer de le gérer. Donc, les logements, les espaces communs, je vais vous en dire deux mots. Donc, il y a cette salle commune qui nous sert déjà à ce type d'usage, réunion, mais aussi moments plus sympathiques, conviviaux. On a mis un écran, un rétroprojecteur qui n'est pas là, enfin un vidéoprojecteur pour se passer des films. Voilà. On peut faire des repas. Cette salle sert aussi à des usages plus en lien avec le quartier. Donc il y a une association de paniers type AMAP, mais qui s'appelle l'Arbre à légumes en l'occurrence, dont c'est un des lieux de distribution. Donc chaque semaine, on a des paniers ici, donc c'est cool pour ceux qui habitent là. Et puis c'est ouvert évidemment au reste du quartier, puisque c'est un lieu de distribution, c'est pas réservé. Donc les voisins d'à côté, et puis les voisins du quartier qui rentrent ici. C'est aussi une salle qu'on est amené à prêter plus ou moins à des associations partenaires. L'idée, on ne peut pas vraiment la louer, mais donc on la prête ou on la met à disposition dans des cadres de gens qu'on connaît un peu, d'associations qui sont en lien un petit peu avec ce qu'on fait ou ce qu'on essaie de défendre. Voilà. On a 4 chambres partagées. Alors l'idée aussi de ce type de projet, souvent, c'est de mutualiser les espaces de vie. L'idée étant de dire on va avoir des logements un peu plus petits, peut-être on va plutôt avoir la typologie qui correspond à sa taille de ménage. Si on est en solo célibataire, on est plutôt dans un T2 et pas dans un T3, et ainsi de suite suivant les tailles des familles. Et on partage les chambres pour nos usages, famille, quand on accueille notre famille, nos amis, ou voilà. Là on en a 4, qui est assez copieux là, pour un projet de cette taille. C'est les 4 chambres en bas qui sont en l'occurrence pas mal occupées, donc je ne vais pas aller vous faire je ne vais pas aller dans une des chambres, je vais juste vous expliquer un peu comment c'est. Donc c'est des chambres, des sortes de petits studios avec espace toilette, douche et tout ça. Il y en a 4. Voilà, c'est aussi bien pour nos usages internes que pour 2 d'entre elles qui ont été encore financées dans un cadre un peu différent, la possibilité de faire des accueils à l'extérieur, payants, avec des prix assez petites chambres d'hôtes, mais qui ne sont pas vraiment des chambres d'hôtes officielles, mais où on fait des accueils un peu plus longs. Alors ça peut être le copain de machin bidule qui a besoin d'un hébergement sur Lyon 3 mois parce qu'il fait une formation et qu'on le connaît ou on la connaît, machin. Qu'un gars qui est un Tanzanien, qui est copain de gens qui étaient avant dans le projet et qui fait une formation dans le milieu médical, qui a besoin d'un hébergement pas trop cher. Une jeune qui a été babysitter pendant 2 ans, qui est arménienne, d'un ménage ici, du coup elle fait un stage ici, pareil, on l'héberge avec un prix modique parce qu'elle n'a pas des moyens importants, mais après voilà. Du coup nos chambres là ces temps-ci, elles sont pas mal utilisées aussi pour ce type d'accueil. Alors on essaye de bien évidemment trouver le bon équilibre entre nos besoins internes et les besoins externes, parce que quand même on les garde aussi pour nos besoins internes. Voilà, on a une buanderie commune, donc ça veut dire qu'on n'a pas de machine à laver et linge dans nos espaces privatifs et qu'on mutualise 3 machines, donc 2 machines un peu costauds, semi-professionnelles qui permettent. Voilà, on a un grand espace de séchage tout en haut dans l'espace attique, sous le toit. Voilà, donc l'idée aussi c'est de dire voilà, on va mutualiser, on mutualise des espaces. Ça permet de diminuer le coût, du moins de le répartir autrement. Ça fait partie de ce type de projet. C'est dans la démarche écologie au sens large ou énergie pour ceux à qui ça peut parler, d'essayer de défendre ce mode d'habiter. Voilà. Et après, il faut bien sûr
organisé pour que tout ça puisse marcher au mieux. On a des grandes coursives donc, de circulation. Vous verrez à chaque étage, on peut un peu stocker du bordel, plus ou moins de bazar suivant les étages. Et puis on peut mettre des tables à l'extérieur en été pour boire des coups aux différents étages. Là, évidemment en hiver c'est moins sympa parce qu'il y a du vent froid. On a des locaux vélos trop petits parce qu'on a mal dimensionné nos besoins en vélo ou les vélos partout comme vous avez pu voir. Donc là, c'est un peu raté. On a toujours plus des besoins que les vélos cargo que vous avez pu voir en entrant. Les familles avec enfants qui s'équipent comme ça. On essaye de partager. Alors du coup, les voitures, on en a, je crois, 5 ou 6 en tout. Donc il y a ceux qui n'ont pas du tout de bagnole. Il y a ceux qui en ont et qui les prêtent à leurs voisins de manière très officielle. À un moment, il y a vraiment une voiture qui était partagée en 3 ménages. Avec, voilà, et puis qu'elle a fini par mourir, donc il n'y a plus ça. Sinon, c'est des prêts un peu comme ça. Bon, l'idée, c'est pareil, c'est de dire, on essaye de réfléchir à la question du transport. Est-ce qu'on peut mutualiser les choses, diminuer le nombre de voitures, donc beaucoup dans les espaces prévus pour les garages, on peut, si on n'a pas de voiture, on peut stocker du matériel éventuellement, parce qu'on n'a pas de câble là, dans ce type de bâtiment. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, alors ce que je peux dire peut-être, c'est dans notre logique quand même financière, pour que vous compreniez, donc c'est du PLS, on a financé ça comme ça, on est dans des logiques de... Alors on a mis du capital, mais on a aussi emprunté. On a emprunté sur des durées très longues, de 40 et 50 ans, donc c'est des traits particuliers, donc c'est très PLS, donc pour le bâtiment c'est 40 ans et pour le foncier c'est 50 ans. Donc c'est clairement des prêts qui vont au-delà des porteurs de projets, sauf s'ils passent leur vie ici, qui vont devoir être portés par les différents habitants au fur et à mesure de la vie de la coopérative. Donc en fait on verse ce qu'on appelle une redevance, donc il y a une partie loyer qui est une partie perdue, enfin, qui classiquement paye toutes les charges, les remboursements des emprunts, les charges de fonctionnement du bâtiment. Et puis on a quand même une petite partie d'épargne, alors c'est pas patrimonial, mais un peu quand même. Alors voilà, ça c'est une forme, c'est un peu mieux qu'un système locatif classique, mais c'est pas du tout une démarche patrimoniale classique. Là on épargne un petit peu, et cette épargne on la récupère a priori à la fin des emprunts, donc dans 40 ans, donc c'est plutôt, enfin dans 35 ans maintenant, c'est plutôt une démarche pour les descendants ou les ayants droit des porteurs de projets. Voilà, c'est constitué comme ça, donc c'est vraiment une logique très différente de ce qu'on connaît classiquement. Voilà, alors après on est une société qui a quand même des droits et des devoirs. On a un expert comptable qui nous suit, puisqu'il y a tout un aspect suivi comptable qui doit être fait par quelqu'un de communauté, pas forcément les compétences et le temps, et de toute façon c'est mieux comme ça. Donc toutes les années on fait une assemblée générale de suivi de clôture avec clôture des comptes comme une société. Le président ou la présidente fait un rapport de gestion qui est lu aux associés. On invite tous nos associés, y compris là en l'occurrence Ronson Habitat quelque part dans le projet, parce qu'il y a eu une association technique qui a dû être faite. On fait, voilà, on présente les comptes, on essaye de voir où on en est au niveau budgétaire. On est dans une logique ici, pour que vous compreniez aussi, c'est intéressant. Ce qu'on verse chaque mois, c'est évidemment nécessaire pour les frais communs, mais c'est aussi, on a une logique de provision. Par exemple, on met chaque mois quelque chose dans une cagnotte pour l'entretien du bâtiment à très long terme. On appelle une provision pour une grosse réparation. Donc quand il y aura le jour où il y aura les toits terrasses à refaire ou la façade du bâtiment, on puisera dans cette provision qu'on a constituée dès le début, ou pratiquement dès le début, y compris quand le bâtiment était neuf. L'idée étant de lisser le plus possible les coûts de fonctionnement sur l'ensemble du projet et l'ensemble des années
voilà, c'est aussi une réflexion de ce type-là, c'est de se dire, on essaye de gérer le coût en le répartissant le plus possible dans le temps. C'est donc aussi une réflexion de long terme et une logique qui est parfois un peu différente de ce qu'on connaît dans l'habitat classique. Voilà, alors après, là je vous ai parlé peut-être des choses techniques, alors après, comment les gens vivent ici? Donc il y a pas mal de familles, on a des 3 logements T5, donc des familles qui ont 2, 3, 4 enfants, des fois c'est des familles recomposées, donc les enfants ne sont pas toujours là, donc c'est des combinaisons comme ça. On a 2 T4, 2 T3 et 5 T2. Et des T1 aussi. Voilà, les T1 c'est pour les logements PLAI, donc les logements pour le public jeune. Voilà, on a donc des logements de taille assez variée qui ont été vraiment choisis, enfin constitués au moment où le groupe avait à l'époque en 2009-10 la constitution du groupe de l'époque a permis de faire le choix de comment on allait construire, quel type de logement et le nombre de T5, T3, T2, T4. Et puis voilà, donc après on est dans des logements classiques mais assez bien constitués et qui se chauffent bien, qui ne sont pas froids, qui sont assez bien organisés justement parce qu'on a pu faire ce travail avec les architectes. Voilà, chose qui est intéressante aussi par rapport à son habitat, c'est que le fait d'avoir été en amont dans le projet avec les architectes, ça veut dire que au-delà des enjeux techniques vraiment de structure qui eux les concernent, après dans les logements on a vraiment une réflexion logement par logement, enfin d'abord typologie par typologie, donc tous les T5, tous ceux qui allaient habiter dans des T5 réfléchissaient ensemble avec l'architecte, tous ceux qui allaient habiter dans les T2 réfléchissaient ensemble pour essayer de trouver des idées d'aménagement intéressantes, de se passer des idées les uns les autres. Et puis après, on a eu des entretiens individuels pour aller dans le détail de chacun son logement, pour pouvoir faire des adaptations vraiment sur mesure, enfin dans la mesure du possible évidemment. La porte, est-ce qu'on fait une porte pleine ou une porte avec un espace vitré pour que la lumière rentre? Qu'est-ce qu'on met comme type de volet? Par exemple ici, comment on répartit les coûts? Alors est-ce qu'on met du plancher chauffant ou des radiateurs, et est-ce qu'on économise dans un poste? Comment on le met dans l'autre poste? Par exemple, un détail, mais moi je le cite à chaque fois, même si ça paraît un détail, mais ça l'est pas. Du coup, on n'a pas de plancher chauffant et on a mis des radiateurs parce que c'est moins cher, mais on a mis un système de volets BSO pour toutes puisqu'on a des grandes baies vitrées plein sud, que le bâtiment est implanté comme ça, ce qui fait que quand on est dans des étages où on n'a pas de vis-à-vis en été, si vous avez du soleil plein vue et que vous avez des volets classiques PVC, vous êtes obligé de fermer, et vous regarderez tous les bâtiments, à part le nôtre et à part celui-là, ils ont tous des volets classiques, ils ont beau être du bâtiment super cher, Bouygues très cher, donc tous les gens l'été ils ferment tout parce qu'ils ne peuvent pas ouvrir, simplement parce qu'ils sont en plein soleil. Nous on a des trucs orientables, du coup, alors c'est plus cher, des brises soleil orientables, donc c'est des volets à lame, vous pouvez orienter comme ça, du coup vous pouvez couper le soleil et avoir la lumière dans votre logement. Bon, ça paraît con, mais avoir pensé à ça et surtout avoir eu des architectes qui pensaient à ce genre de détails a fait qu'on a réfléchi à comment on répartit les enveloppes financières pour avoir plutôt des logiques de confort d'usage. Et finalement, des radiateurs, c'est un peu moins bien que le plancher chauffant, mais enfin on peut vivre parce que quand c'est un bâtiment très bien isolé, il y a besoin d'un radiateur dans un espace et pas à 50 comme dans des bâtiments lancés. Donc voilà, ce qu'on gagne d'à côté. Voilà, donc c'est typiquement le genre de réflexion qu'on a pu avoir parce qu'on était dans une logique d'usage. Comment on rentre dans les logements? Autre réflexion qu'on a eue. Alors souvent dans les logements, il y a des couloirs où vous perdez un peu de place dans les petits logements. Nous on a fait des choix assez drastiques. Dans les T2, des fois on rentre carrément dans son salon. Alors ça gagne de la place parce que... Alors ça a un inconvénient, c'est que quand on a plein de boue en hiver, on rentre éventuellement directement dans un espace à vivre. Et du coup ça gagne pas mal de place d'usage parce que
on optimise beaucoup mieux les mètres carrés internes parce qu'on n'a pas forcément besoin de 2-3 mètres carrés pour faire un couloir. Voilà. Alors, certains ont fait ce choix, tout le monde ne l'a pas fait. Il y en a qui sont restés sur une constitution d'appartement plus classique. Voilà, mais comme ça, juste pour. Voilà, donc ça a permis de faire ce type de choix à la construction, qui évidemment c'est toujours plus simple de le faire à la construction, et de réfléchir le plus possible avec les architectes sur vraiment les logiques d'usage et d'optimisation des espaces. Voilà. Donc après les gens qui ont des enfants, ils s'entraident pas mal, ils perdent les gamins, ils font du pédibus pour aller à l'école, pour amener les enfants aux écoles de quartier. On se passe du matériel, il y a plus pas mal de bazar qui se fait derrière le matériel qu'on se passe, je sais pas, le truc à raclette ou voilà, ce genre de choses, les outils un peu qu'on peut mutualiser. Ici, dans les espaces aussi, j'ai oublié de parler du jardin. Donc, on a toute la partie ici, c'est le jardin qu'on fait un peu tous ensemble, enfin, en tout cas ceux qui ont envie de faire du jardin, plus ou moins permaculture parce que c'est à la mode. Plus ou moins des buts parce que c'est à la mode, et du compost parce que c'est à la mode aussi, et il faut faire du compost parce que voilà. Donc on a du compost, on a un compost d'immeuble qui est derrière. Voilà. Et puis le jardin, on le gère, voilà, on le gère ensemble. Quelle heure il est là? Je sais pas. 9h05. Voilà, moi j'ai à peu près dit, je sais pas, j'ai déjà parlé pas mal de choses. Après, voilà, je sais pas, des questions à poser, des remarques, des choses que j'ai oublié de dire complètement. Merci. Peut-être par rapport aux autres habitants qui ne font pas partie du coup de la société, comment s'organise un peu l'échange et est-ce qu'ils ont possibilité de vous rejoindre finalement? Alors, les habitants du reste du bâtiment, de manière plus large. Non, du reste du bâtiment. Alors, dans les habitants du reste du bâtiment, il y a plusieurs catégories. Il y a pas mal qu'on connaît. Alors, il y en a par exemple, il y a un ménage qui a acheté à côté, qui était à un moment dans le projet, qui n'ont pas voulu consommer pour un certain nombre de raisons, mais ils étaient quand même toujours intéressés par un certain nombre de valeurs qu'on portait ici. Donc, ils ont acheté à côté, donc ils participent à un certain nombre de choses du projet, en particulier parfois l'accès aux chambres et l'accès éventuellement à un type de service comme la MAP là. Alors d'autres sont venus et ont acheté à côté parce qu'ils étaient sensibles à ces types de projets aussi, on connaissait, qui n'avaient pas forcément été dans le projet, mais qu'on connaissait de manière un peu plus large dans le réseau, des gens qui s'intéressent à ce type de problématique. Après, il y a des gens qui l'ont acheté juste comme ça, puis après, il y a, comme dans toute copro, 2-3 chieurs, bien chieurs, et là, on est tombé sur du lourd. Enfin, voilà, donc c'est parfois compliqué, et qui évidemment, notre logique n'est pas forcément dans la logique que eux ont, qui sont plutôt des propriétaires purs et durs, qui défendent leurs trucs, surtout il y en a un qui est au rez-de-chaussée, donc c'est un peu compliqué parce que les espaces extérieurs, et au début c'était vraiment très compliqué. Alors c'était très compliqué parce que je pense que c'était des gens très particuliers, que normalement je pense que c'est des gens qui dans les copropriétés où ils étaient avant, ils ont dû faire la loi rapidement, c'était des cons. Et puis ici, ils n'ont pas pu parce qu'ils sont tombés en face d'un groupe constitué qui de fait avait un poids aussi dans la copro beaucoup plus large. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Ça s'est très largement passé. Ils ont fini par comprendre que de toute façon, ça n'allait pas se passer comme voilà. Voilà, donc il y a eu ce type de choses, parce que voilà, et je pense pas, c'est juste pas de bol quoi, enfin c'est la vie, c'est une copropriété, c'est une micro-société avec tous les avantages et les défauts des micro-sociétés de gens qui doivent gérer quelque chose ensemble, donc il faut être réaliste. Et puis voilà, et puis avec ceux avec qui ça se passe bien, il y en a quand même un certain nombre, il y a pas mal d'échanges, il y a des échanges vraiment de vie courante, pareil, les enfants, la salle commune, regarder un film ensemble, venir chercher son pain ou ses légumes ici. Il y a les chieurs, les indifférents et les copains. Il y a un peu 3 catégories. Il y a aussi les indifférents avec qui on cohabite, bonjour, bonsoir, sans plus de liens.
Ah, puis les plus copains, alors après, dans le fait de vraiment rentrer dans la coopérative, bah après, pour l'instant, ça s'est jamais trouvé que eux, ils sont dans une logique plus classique. Ils ont acheté, alors bon, du coup, ils remboursent leur emprunt. Est-ce qu'ils ont besoin vraiment d'être. Ils ont pas. On n'a jamais eu ce cas pour l'instant qui s'est trouvé de. Voilà. Et puis, il y a peut-être un truc pour que vous compreniez quand même, un élément intéressant. Depuis 5 ans, on a eu déjà pas mal de changements dans le projet. Il y a eu 5 changements dans des logements, donc c'est assez, finalement ça change pas mal. C'est un peu comme le système locatif classique, c'est-à-dire les gens peuvent assez facilement partir. Quand on part, il faut trouver quelqu'un évidemment. Enfin, la société, on a tous intérêt à trouver quelqu'un pour reprendre le logement. Il y a donc de transmission des parts, donc qui se passe, la société rembourse au sortant et l'entrant fait une souscription de parts avec ce petit delta qu'on gère, qui correspond à l'inflation. On a réussi pour l'instant à trouver à chaque fois des nouveaux habitants. On n'a pas eu des camions non plus, mais il y avait suffisamment de 3 à 4 candidats et après on a une commission d'accueil qui gère un peu les nouveaux arrivés, on essaie de faire ça par étapes pour que les gens comprennent bien dans quoi ils s'engagent, avec les bons et les moins bons côtés, ou les côtés plus lourds. Voilà, c'est quand même du boulot de vivre ici. Hein. L'autogestion, au quotidien, c'est pas mal de choses à faire. Et voilà, il y a eu comme ça pas mal de mouvements. Donc ça vit pas mal de ce point de vue-là, et moi je fais partie des anciens, mais on a à peu près la moitié qui sont des post-2013, quoi. Des familles, il y a aussi des séparations, des couples qui se séparent, un qui reste, l'autre qui part, voilà. C'est la vie classique, et du coup ça ressemble plus au système locatif de ce point de vue-là, c'est-à-dire la souplesse de pouvoir partir facilement, plutôt que quand on est propriétaire où c'est plus compliqué. Voilà un petit peu comment ça se passe pour l'instant. Et puis après, à l'échelle du quartier, on commence à connaître plus les gens des autres immeubles. Enfin, c'est pareil, il y a ceux qui ont envie de faire des choses dans les autres immeubles. Du coup, il y a une dynamique qui s'est un peu créée. Il y a une association qui s'est créée en dehors de notre affaire, qui essaie de faire des choses à l'échelle du quartier, mettre un compost de quartier, par exemple, réfléchir à des questions d'aménagement d'urbanisme, donc en lien avec les élus. Et du coup, le peu qu'on fait, c'est soit certains d'entre nous font partie de cette association, ou bien de temps en temps on leur prête la salle commune. Voilà, on essaie un petit peu d'aider quand on peut. Après, on n'a pas eu tous l'énergie suffisante pour être forcément à fond partout dans tout ce qui se passe. Il y a eu aussi un peu le contre-coup de l'effort qu'on a fait pendant 10 ans, pour les plus anciens. Voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Ouais. Sur les communs et sur tout ce que vous gérez en termes de nourriture et tout, est-ce que les mises en commun de la cuisine n'est pas finie du coup, mais est-ce que à terme il y aura une mise en commun de toute la nourriture, il y aura une mise en commun de la cuisine? Alors on n'a pas été jusque-là, ce qui a été imaginé et ce qui est fait par certains, et il y a différentes choses qui ont été tentées. Il y a ce système on n'est pas non plus dans une logique communautaire, hein. Après on vit, on est dans nos logements, on a une logique de gestion commune, y compris financière, parce que vous comprenez bien que les redevances, ça va dans la logique financière de la coopérative, qui paye tout ce qu'elle a payé. Après, pour les aspects plus mise en commun, nourriture, il y a des gens qui s'organisent ensemble pour faire des achats groupés à Prairial, voilà, ce type de magasin où il y a un magasin qu'on teste depuis quelques temps sur Villeurbanne qui s'appelle Vrac & Roll, qui est un magasin où zéro déchet, où vous avez vous livre les contenants verts, on se fait livrer comme ça du coup sur place, on mutualise les frais de livraison à quelques-uns qui font ça ensemble, on commande sur internet, on se fait livrer, on rend nos bocaux à la fin, ce genre de choses. Voilà. Il y a eu comme ça différentes tentatives. C'est pas organisé à l'échelle de toute la coopérative. Après, voilà, on n'a pas. Après, il y a des groupes qui vont plus loin. Nous, on n'est pas dans cette logique complètement communautariste. Et enfin voilà, parce qu'aussi on pense que l'expérience prouve qu'il ne faut pas aller trop loin non plus. Il
enfin tout dépend comment sont faits les gens, mais voilà, donc on partage certaines choses, mais on essaie d'être des voisins. Alors il y a des voisins qui sont plus amis, il y a des voisins qui sont plus voisins, des voisins bienveillants, on s'entraide. C'est pas forcément une bande de potes, c'était pas au début, et ça l'est devenu un peu pour certains, mais pas forcément pour tous, parce que voilà, parce que c'était pas forcément le but. Voilà, donc pour les aspects comme ça, plus pragmatiques, ben, il y a des choses qui se font, mais c'est un peu à la volonté de sous-groupes de s'organiser. Et puis il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent, ou qui marchent un certain temps, qui ne marchent plus, on essaye. Voilà, il y a eu différentes choses qui ont été tentées comme ça depuis 5 ans. Justement, la voiture partagée, elle est morte, elle est cassée ou... Elle est morte, elle arrive en fin de vie. D'accord. Et c'est pas... Ils n'ont pas racheté une voiture ensemble? Non, pour l'instant, voilà, en fait, c'était une des habitantes qui avait une voiture un peu qu'elle n'utilisait pas beaucoup. Elle a proposé, tiens, est-ce qu'on a d'autres candidats à partir avec moi? Oui, ok, on essaie de trouver un assureur qui nous... Voilà, elle a fait comme ça, ils ont fait, ils étaient 3, 4, même il y avait encore une personne en plus à l'extérieur. La voiture est morte, entre-temps elle en a racheté une, mais elle a besoin, elle a changé de boulot, donc elle en a besoin plus, de manière plus régulière. C'est pareil, ça c'est des choses que... Il y a des choses qui se font comme ça, qui ne sont pas forcément pensées et pilotées par l'ensemble de la coopérative ou l'ensemble des circuits de décision de tout le monde. Il y a des choses qui se font, qui sont faites par la volonté d'un sous-groupe. Typiquement, c'est comme ça. Ça va peut-être sur faire ou pas. Juste au sujet des voisins, comme vous disiez, qui ne partagent pas forcément vos valeurs ou même qui sont un peu opposés au fonctionnement. Est-ce que quand il y a un logement qui se libère, que vous cherchez quelqu'un d'autre, vous réservez le droit de lui dire en fait non pour cette partie-là dans le bâtiment? Ouais, alors de fait, on a un principe de cooptation quand même. Ou alors, dans le projet, au début, dans la phase vraiment de montage, on était dans une logique où on n'a pas trop sélectionné les gens qui finalement ont habité et qui sont rentrés dans le projet. Ça a plutôt été une logique d'ordre, les gens venaient dans l'ordre dans lequel ils sont venus. Il y a ceux qui... Et puis ça s'est décanté tout seul, je ne sais pas comment dire. Il y a une implication importante, il faut quand même bosser, il faut être assez rigoureux. Du coup, ceux qui arrivaient, et puis il faut adhérer à cet état d'esprit. Ceux qui adhéraient restaient, et puis ceux qui adhéraient moins partaient. Dans la phase de montage, c'est un peu ça qui s'est passé. Maintenant qu'on est dans les murs, évidemment, il y a un enjeu quand même plus important. Il faut qu'on ait des gens qui tiennent à peu près la route au niveau financier, parce qu'on est quand même bailleur, donc à un moment donné, on fait un peu comme tout le monde, on regarde un peu. Simplement, on est hyper moins chiant et rigoureux qu'un bailleur classique qui vous demande 50 fiches de paie et des garants sur 5 générations derrière. Donc on essaye de trouver un truc, et là c'est pareil, c'est toujours compliqué parce qu'on fait confiance, il faut quand même avoir un certain nombre d'éléments pour savoir un peu où on va. Et du coup, ce qui se passe à chaque fois, c'est qu'on a une procédure d'accueil un peu sur la durée. On rencontre les gens, on passe une annonce, on rencontre les gens qui nous répondent, on leur explique ce que je vous ai expliqué en peut-être plus condensé, on discute avec eux, on essaie de voir leur parcours et on se rencontre plusieurs fois comme ça, ensuite rencontre avec le groupe, ensuite visite du logement, ensuite de là, et au bout de 2-3 mois, quand ça va assez vite, et parfois c'est plus court, et bien si ça va, après il y a une décision formelle du groupe, c'est-à-dire une cooptation, la coopérative agrée un nouveau, d'un point de vue purement juridique, la coopérative agrée un nouveau sociétaire, c'est comme ça que ça se passe. Donc on fait une AG, une assemblée générale, tout ça, un document qui dit, voilà. Donc il y a un cadre assez clair à respecter de ce point de vue-là. Et puis nous, c'est trouver des gens avec qui ça va aller et qui sont prêts à cette logique de vie qui n'est pas standard. Donc il vaut mieux savoir avant plutôt qu'y aller et puis après. Voilà. Donc c'est un peu l'histoire comme ça, et jusqu'à maintenant ça s'est à peu près passé comme ça, c'est-à-dire
On a toujours trouvé des gens, même si souvent ce qui se passait, c'était un peu l'effet d'entonnoir, c'est-à-dire il y avait 3-4 personnes ou ménages qui commençaient la procédure, et puis à la fin, pour différentes raisons, il y a ceux qui abandonnaient en cours de route, à la fin, il y en a un qui restait et ça allait. C'est-à-dire que le groupe, à l'inverse, disait ok, eux, on les sent bien, on les connaît par ailleurs, c'est des gens que. Parce que c'est quand même des logiques de réseau, de gens qui s'intéressent un peu à certaines des questions d'habiter, écologie, voilà, toutes ces questions-là, et on peut potentiellement avoir se connaître de cette manière-là. On parle des gens qui sont dans des écoles alternatives un peu, ou qui sont des militants associatifs qui se connaissent, c'est souvent ces logiques-là qui se sont passées. Voilà. D'un point de vue pratique, les loyers, ils tournent autour de combien? Alors, on est à peu près à 10 euros, un peu plus de 10 euros du mètre carré sans les charges. Donc avec les charges, alors les charges ici, c'est les charges de copropriété, plus eau froide, eau chaude, chauffage, ça fait partie des charges. Donc on doit être à peu près à 11 euros du mètre carré. Alors c'est pas hyper bon marché. C'est plus cher que du logement social stricto sensu, donc c'est un peu cher quand même pour la sociologie des gens qui habitent ici. C'est à peu près les prix du quartier en loyer libre, un peu moins je pense maintenant. Par exemple, on n'a pas monté depuis 2013, on n'a pas monté nos loyers. On a réussi à, voilà, on a fait, au début on avait compté large notre budget prévisionnel, puis au bout de quelques années, on a vu chaque année où on en est, est-ce qu'on a suffisamment d'entrées par rapport à nos sorties, ben oui, ok, donc on n'a pas besoin de monter. Donc l'idée aussi, c'est que potentiellement dans le long terme, on arrive peu à peu à, on espère ça, c'est un peu ce qui se passe peut-être à l'étranger, à se découpler de la montée ou de l'évolution des loyers dans le quartier, ou voilà, donc ça c'est une logique de long terme qu'on pourra vérifier quand on y sera sur le long terme. Voilà, donc c'est, alors après c'est ce prix-là, puis après nous, comme évidemment les gens disent là c'est quand même cher, mais après on dit bah oui mais c'est ça, c'est et puis après toutes les prestations qu'on a dans un bâtiment comme ça, les espaces communs, cette logique, voilà, donc voilà. Après, c'est ça parce qu'on n'arrive pas à faire mieux. Hein. Pour être très concret, l'équilibre financier du projet, c'est ce qu'on a réussi à faire. On est dans une logique vraiment de long terme, on provisionne. Peut-être que si dans 5 ans on se rend compte que le bâtiment il se dégrade moins vite que ce qu'on a commencé à provisionner de manière un peu arbitraire avec des montants, voilà, on se dira, on peut, la part que je vous ai dit qu'on épargne, techniquement, ça s'appelle un compte courant d'associé. C'est un truc qu'on peut éventuellement se rembourser avant les 40 ans d'issue du prêt, si on se rend compte qu'on a un peu trop de sous dans notre système de cagnotte. Ce qu'on a fait l'année dernière, en l'occurrence. Au bout de 5 ans, on s'est rendu compte qu'on avait quand même un peu trop accumulé. Du coup, on s'est remboursé tous un petit peu. Du coup, c'est comme si les loyers ils avaient été finalement un peu plus bas pendant les 5 premières années. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait un petit peu trop... Du coup, ça a aussi cette souplesse-là de pouvoir gérer, et ça on l'a fait après à travailler avec le comptable, évidemment on n'a pas décidé ça comme ça tout seul, donc ça c'est la souplesse de faire de l'autogestion, c'est de gérer au mieux à coût le plus exact, en essayant quand même d'être dans une logique de lissage dans le temps. Voilà. Donc c'est ça actuellement qu'on a, donc c'est un peu cher pour du logement social pur et dur, mais on espère que peu à peu ça deviendra compétitif si on raisonne comme ça sur le reste du quartier. Mais par rapport justement à la cagnotte, est-ce qu'il y a des prix différenciés selon justement la situation des habitants? Par exemple, quelqu'un qui a un plus gros salaire, est-ce qu'il va payer plus, c'est pour un petit salaire au minimum, ou c'est juste leur loyer, il faut On n'a pas été jusque-là, enfin on a les 3 catégories de logements, donc PLAI c'est carrément moins cher, sachant qu'on ne gère pas directement les loyers dans ce cas-là, parce que c'est l'association partenaire qui fait. Les PLS c'est une logique de loyer au mètre carré, et puis le logement libre, lui, il paye plus cher, parce qu'il paye un forfait en plus.
Donc en gros, tous les PLS, effectivement, ils payent à peu près la même chose au mètre carré, quel que soit leur revenu. On n'a pas fait une différenciation par revenu, parce que ce n'était pas strictement nécessaire d'un point de vue juridique de comment les PLS marchent, et puis pour l'instant, on n'a pas choisi de le faire, parce que c'était pas plus nécessaire que ça, et voilà. Après, c'est pas impossible que si, il peut y avoir des moments où certains ménages sont en difficulté, et du coup, avec la part compte courant associée, s'il y a éventuellement des gens qui peuvent épargner plus, eh ben, ça permet à d'autres d'épargner moins. Donc une manière de différencier un peu les redevances, c'est de jouer sur la part épargne. Ce qui fait que c'est pas je paye pour le voisin, mais j'épargne plus et lui il épargne moins. Donc ce n'est pas tout à fait la même logique. Voilà, nous on a fait comme ça pour l'instant. Après, on a eu aussi un groupe où tout le monde pouvait mettre à peu près, la part capitale, c'est 20% à peu près du coût des logements et des espaces communs, parce que tout le monde pouvait à peu près mettre ça, donc on a simplifié. Il y a des gros projets, par exemple à Chamarel, ou j'en connais un autre à Toulouse, où ils ont aussi différencié la part d'apport en capital. Mais aussi en le faisant de manière pas trop large, parce que si quelqu'un met 40%, le jour où lui il part du projet, ou s'il avait mis 80% de la part de ce que représente le logement, le jour où il part, il faut trouver quelqu'un qui a 80%. Donc quand on fait les entrées-sorties, du coup, si c'est trop différencié, ça pose cette question. À Toulouse, c'est un projet dans lequel aussi au niveau des loyers, ils ont 4 ou 5 catégories de loyers. Ils ont PLAI, qui est une catégorie intermédiaire, ils ont PLS, PLI, la catégorie ce qu'on a nous, puis encore en une autre catégorie. Ils ont 5 trucs, mais là ils sont allés presque à l'extrême et ça a créé des grosses tensions dans le groupe, parce qu'il y a un moment, il y a un machin qui disait oui, mais alors toi tu as choisi de moins travailler, donc d'avoir moins de revenus pour pouvoir faire tes trucs sympas dans ta vie, moi je bosse et donc je paye pour toi et ça va pas. Donc ils sont arrivés à des... Voilà, il faut comprendre aussi que c'est pas toujours facile entre les idées généreuses qu'on peut avoir et la mise en pratique de ça. C'est un groupe qui était parti sur cette logique très différenciée. Ils ont fait des savants calculs et des savants tableaux Excel qui répartit, qui fait des machins, des trucs pour trouver le bon état d'équilibre. Ils sont, d'après ce que j'avais compris à une époque, dans une logique où à chaque changement, ils rebasculent tout, y compris, ça veut dire qu'à chaque changement dans des logements, éventuellement, ils remettent en cause la logique d'équilibre général pour tout le monde. Et ça c'est plutôt plus compliqué, et donc ça crée des tensions, il y a des gens qui se sont barrés et tout ça. Voilà. Donc, voilà. Bon bref, moi mon sentiment c'est qu'il ne faut pas faire trop compliqué non plus, mais c'est à la lumière de cette expérience ici, dans cet habitat et dans d'autres, parce qu'il y a les idées généreuses, et puis parfois il y a la réalité qui nous rattrape, et voilà. Après, ça c'est un peu des principes comme ça, mais on peut aussi ajuster en fonction. Nous on essaie d'avoir des gens qui sont capables de porter financièrement le logement dans lequel ils vivent, mais évidemment s'il y a des gens qui sont en difficulté pendant qu'ils sont présents, on va peut-être trouver des ajustements plus sur mesure, quoi. Voilà. Enfin, pour l'instant, en tout cas c'est comme ça qu'on a fait ici. Et moi, mon sentiment, c'est que plus il y a de cas, c'est un peu l'expérience qui prouve ça, plus il y a de cas particuliers, plus c'est compliqué à gérer pour des cas vrais. Donc, pas trop de cas particuliers. Donc, nous, on a déjà pas mal de cas, 3 catégories, c'est déjà pas mal. Sinon, après, c'est très compliqué. Sur le long terme, il faut tenir, il faut que les gens continuent à être bien en accord, il faut que les gens qui gèrent. Voilà. Est-ce qu'on peut aller voir les installations que vous avez mis en place? Ouais, il est quelle heure là? 9h30. Ah oui, bon, allez. On va faire un tour. On passe tous les deux Ouais, il fait froid, mais en été, c'est sympa. Là, c'est un étage où les gens ne se sont pas... il y en a dans d'autres étages, ils ont mis... Ça s'est un peu séparé au bout du temps. Là, c'est un étage où... Ma voisine ici, qui fait partie du projet, en fait, nos logements, ils vont jusqu'à... Il y a tous ces logements-là de ce bloc, et puis une partie, la première rangée des logements, c'est dans le projet, puis après, c'est l'autre partie du bâtiment. Donc là, typiquement, les deux voisines,
Elles ont un vis-à-vis, elles se causent, même si elles ne sont pas dans la même partie du bâtiment. Donc il y a le balcon un peu plus large ici, plus petit là. Bon, vous voyez que c'est pas toujours exactement pareil. En face, il y a le système de la pompe à chaleur, pareil dans le local technique derrière. Et ça, voilà, ça c'est typiquement, ça récupère pour chaque bâtiment les ventilations. C'est un tuyau isolé, ça ramène l'air chaud dans cet espace-là, et c'est avec la pompe à chaleur, on préchauffe l'eau chaude sanitaire, ensuite ça repart en bas pour la partie eau chaude. Voilà. Les onduleurs, c'est des batteries ou c'est Non. mécanique? Non, c'est des onduleurs qui injectent du courant continu, enfin qui font la conversion continue vers alternatif. On n'a pas du tout de batterie dans le système. On renvoie, on injecte dans le réseau, et le prestataire il se rembourse sur le prix de vente du kilowattheure. Bon, ben voilà, du coup la visite c'est un peu vite, et puis là c'est des espaces, mais c'est pas vraiment des espaces, malheureusement c'est des terrasses pas vraiment accessibles parce qu'elles n'ont pas été prévues pour. Donc on a, voilà, donc c'est plus des espaces techniques qu'autre chose. Et le toit, ben, si vous sortez ou si vous passez là au sud, vous verrez les champs de panneaux. Il y a trois, on voit un peu, on les différencie sur. Il faut se mettre un peu loin. Voilà, et puis les autres bâtiments, ben, là il y a quand même un bâtiment, il y a des capteurs solaires thermiques manifestement. Il y a il y a un truc un peu particulier, il y a un projet de préservation des grenouilles, des crapauds alites, qui sont une race de crapauds protégés qui étaient en fait dans la ZAC avant. Donc il a fallu, enfin voilà, donc ils ont fait des mares et ils sont protégés, ils ont été réintroduits dans ces mares-là. Puis de manière générale, il y a un peu une réflexion sur la préservation de la biodiversité dans la ZAC, avec des circulations pour les hérissons et autres crapauds. Et voilà, donc c'est un projet un peu qui va un peu dans la logique écoquartier, même si c'est jamais totalement abouti, comme souvent. Voilà. Bon, bah du coup, voilà, je crois qu'on est à peu près vu. Et là, c'est un logement? Non, là, c'est un espace technique avec la pompe à chaleur et la VMC pompe à chaleur, et derrière, après, c'est un logement. Alors, effectivement, sur les deux autres blocs, il y a deux logements en attique, sur le bloc C, là, puis sur le bloc A, qui est le bloc qui fait le coin. Il y a un logement en attique, donc les logements OR+5 avec du bardage bois. Voilà, des gens qui du coup ont des belles terrasses tout autour. Ça, c'est des gens de l'autre partie du projet. Alors, nous, de ce côté, il n'y avait pas prévu de construction en attique parce que le nombre de mètres carrés constructibles était prévu pour qu'il y ait 2 et pas 3. Voilà, c'est comme ça que ça a été prévu. Du coup, comme on a fait un toit commun, ça a créé un espace qu'on a récupéré comme un espace technique qu'on a investi comme le local pour le linge. Récupérer de l'espace, on fait les machines à laver, les linges qui sèchent dans le salon, je sais pas. Oui, alors c'est pas mal. Alors en hiver c'est moyen parce que c'est humide, mais en été c'est top là. Voilà. Sinon en hiver, pour l'instant on a essayé d'éviter le sèche-linge là pour toujours des raisons un peu de cohérence écologique. On peut dire comme il y a ça. des machines à laver là-dedans? Non. Il faut remonter complètement. Ah oui, il faut remonter. Ah oui, c'est. Ah bah, Ouais, tant qu'on est jeune, ça va. avec les sacs à dos. Bon, alors après, il y en a beaucoup qui font un peu sécher chez eux. Puis sinon, ceux qui ont, voilà. Bon.